On va commencer pile à l'heure aussi pour les gens qui nous suivent en ligne, si j'ai bien tout compris. Donc je m'appelle Lucille Payette, je suis référence technique et scientifique chez l'Alliance Alice et je vais vous parler ce matin des leviers de la décarbonation de l'industrie. Alors pour refaire une légère mise en contexte, parce que je pense qu'on est tous conscients de l'urgence climatique dans laquelle on est, surtout à la fin de la COP26 qui n'a pas forcément été très concluante. Mais en tout cas, l'industrie, voilà, selon les derniers chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie représente quand même encore 23% des émissions de CO2. Donc il y a un vrai rôle et un vrai enjeu donc pour l'industrie dans la décarbonation de l'industrie, dans la décarbonation. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour décarboner l'industrie? Donc, selon de nouveau encore les chiffres de l'IEA, il y a de nombreux leviers à mettre en place. Donc, que ce soit l'efficacité énergétique, les bioénergies, d'autres énergies renouvelables, l'électrification, le CCUS, l'hydrogène. Il y a de nombreux leviers à mettre en place, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en œuvre et comment on fait pour articuler tout ça, chacun au niveau de son site industriel? Alors, à noter quand même que l'efficacité énergétique représente presque la moitié de l'effort à faire, et puis c'est finalement le premier levier de moins consommer, de mieux consommer sur son site industriel. Donc voilà, ça reste quand même le premier levier et la première chose à faire sur son site industriel. Donc chez Alice, on a une vision un peu de l'articulation de ces différents leviers et de comment mettre en œuvre sa décarbonation de l'industrie. Donc on a illustré par donc le schéma que je vais vous présenter. Donc avec le premier point et le premier levier, l'efficacité énergétique. Alors à toutes les échelles, à l'échelle du procédé déjà, d'essayer de définir pour chacune de ces opérations unitaires, soit trouver une technologie plus performante, donc soit simplement améliorer l'efficacité énergétique de sa technologie, qui est le premier point. Ensuite, aller à l'échelle suivante qui va être celle de la récupération d'énergie et récupération de chaleur fatale. Donc d'essayer de trouver finalement dans son site industriel quels sont les endroits où on a de la chaleur fatale et d'essayer de trouver les moyens de la récupérer. Alors ça parle immédiatement ensuite de toute la partie optimisation du système, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a essayé de travailler au niveau de chacune des opérations unitaires, chacune des technologies, donc que ce soit voilà, le séchage, la cuisson, mon procédé de distillation, etc., d'améliorer un peu tous ces leviers, d'essayer d'avoir une vision systémique, de prendre du recul, de se mettre à l'échelle de son site industriel et d'essayer de voir finalement où est-ce qu'on va pouvoir améliorer le système d'un point de vue global. Est-ce qu'il y a de la chaleur à un endroit qu'on peut réutiliser à un autre? Est-ce que voilà, on peut optimiser son système globalement pour son site? Ensuite, on a aussi le levier de la flexibilité du stockage, qui justement pour des procédés discontinus, on peut voir des potentiels. On peut les identifier. Par contre, il va manquer finalement cette technologie du stockage qui va nous permettre de mettre en cohérence temporelle finalement ce besoin de chaleur avec cette source de chaleur. Et puis, finalement, prendre du recul même plus loin que son site industriel, de voir mon site industriel dans son territoire. Est-ce qu'il n'y a pas des synergies à mettre en place avec la ville, avec les autres sites industriels? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des déchets pour moi qui pourraient avoir un intérêt pour un autre industriel, inverse et réciproquement? Ça demande quand même un certain nombre d'aspects méthodologiques et organisationnels qui sont importants, et donc il y a des réflexions aussi à ce niveau-là. Une fois qu'on a essayé d'améliorer au maximum l'efficacité énergétique, donc de rationaliser finalement sa consommation d'énergie, on doit faire appel ensuite à d'autres leviers, ceux d'intégration d'énergie alternative, donc de réfléchir sur son mix énergétique. On le fait un peu dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de passer complètement à l'électrique si on n'a pas déjà essayé de rationaliser sa consommation. Donc, en faisant appel à voilà, l'électrification, qui est un enjeu en France,
parce que voilà, on a ce mix électrique qui est décarboné. L'intégration de gaz décarboné aussi, parce que l'électricité ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins. Et puis enfin, bien sûr, la chaleur renouvelable et de récupération. Et puis, une fois qu'on a essayé de faire un peu tout ce qu'on pouvait, il y a le levier du captage et de valorisation du CO2. Bien sûr, à toutes ces échelles et sur finalement tous ces points, on a toute la partie économie circulaire avec des enjeux justement d'efficacité matière, de substitution de matériaux, de réflexion complète sur son outil de production et d'essayer d'identifier où est-ce qu'on peut peut-être dans les intrants changer les matières premières, faire en sorte que notre procédé soit décarboné. Et puis bien sûr toute la partie réutilisation, recyclage. Et enfin, on a des leviers transversaux, ceux de la transition numérique. Les outils numériques vont pouvoir avoir des rôles un peu à toutes ces échelles, dans tous ces leviers. Et puis surtout, le nerf de la guerre, toute la partie moyens économiques et de financement. Parce que ben voilà, c'est bien de pouvoir, d'envisager, de changer sa technologie pour une technologie plus efficiente. Toutefois, sur la partie décarbonation, ça devient un enjeu prégnant pour la société. Mais en fait, au sein d'une industrie, la priorité, ça reste quand même en général la production, la productivité, la qualité du produit, la sécurité bien sûr. Et puis, voilà, on sent qu'on a envie d'agir pour la décarbonation de l'industrie, pour le changement climatique. Sauf qu'en fait, bon, voilà, ça reste bien souvent un axe qui est peu stratégique. Et donc, il faut pouvoir trouver des moyens de financement pour aider les industriels finalement à passer le pas et aller dans ce sens. Alors, au sein de l'Alliance Alice, donc on est une alliance qui veut rassembler l'ensemble des industriels autour justement de cette réflexion sur la décarbonation de l'industrie par l'innovation. Donc notre objectif, c'est réellement d'initier du projet collaboratif sur l'ensemble de ces sujets, donc sur toutes les thématiques que je vous ai présentées. Et puis on va avoir 4 activités principales. Donc une partie réellement réalisation d'études et d'état de l'art pour nos adhérents, suivant des besoins qui sont émis par nos adhérents. C'est-à-dire qu'en fait, on va voilà, récupérer leurs besoins sur certains sujets et travailler en profondeur sur ces sujets, justement avec les personnes qui sont pointues et compétentes sur ces différents sujets, pour apporter de l'information. Parce que le premier point, c'est que finalement, bien souvent, on se rend compte que les technologies, elles existent, elles sont matures. Simplement, les industriels ne les connaissent pas bien, ne savent pas que cette technologie qui paraît un peu risquée, un peu nouvelle, finalement, elle est utilisée ailleurs, en Europe, dans certains sites industriels, et que ça apporte en plus un enjeu de compétitivité pour parfois ses concurrents. Donc il y a vraiment cette importance d'avoir cette base de connaissances communes et d'apporter cette information aux industriels. Puis ensuite, sur cette base d'information, on va vouloir initier du projet collaboratif. L'idée, c'est d'identifier justement des technologies qui peuvent être intéressantes et d'initier un projet collaboratif entre justement un fournisseur de solutions, un bureau d'études et puis bien sûr un industriel qui pourra implanter la technologie sur son site. Et puis, on a toute cette partie animation de la communauté et valorisation de la filière, parce que en justement faisant des événements techniques sur certains sujets, on va pouvoir toujours initier du projet. Donc ça va être l'objectif dans cette décarbonation de l'industrie. Et puis, c'est une structure qui est assez récente, on a 3 ans, et on a déjà une 60aine de membres et partenaires dans notre communauté, donc c'est assez satisfaisant. Et en effet, ce sujet de la décarbonation de l'industrie fédère assez. Pour concrètement venir sur certains résultats qu'on a pu avoir sur des études, on a parmi les premiers sujets, il y a eu une étude sur la récupération de chaleur sur buée industrielle, où finalement ça a été mené par le Centre technique des industries aéroliques et thermiques, le CETIM pour la mécanique et le CTCPA pour les industries agroalimentaires. Donc une étude sur le premier levier, l'efficacité énergétique, qui avait pour objectif d'évaluer finalement la pertinence
technico-économiques de projets de récupération de chaleur sur le bio-industriel. Avec cet enjeu finalement que pour les buées, on a justement, c'est de la récupération de chaleur fatale, mais qui est chargée, parfois en polluant, en eau, donc qui induit des problématiques techniques et technologiques assez importantes. Et donc, justement, en termes de financement des solutions et de temps de retour sur investissement, ça peut être assez compliqué. Donc, il y a 6 cas d'études qui ont été étudiés dans différents secteurs, avec voilà, une assez grande diversité, en partant justement de chaleur fatale qui est inférieure à 100 degrés jusqu'à plus de 200 degrés, des procédés continus ou discontinus. Et puis, donc, finalement, dans les résultats, on a pu voir que, déjà, les solutions existent. Elles sont matures. Et puis, donc, il y a un intérêt parce qu'il y avait de la récupération de chaleur qui pouvait aller jusqu'à justement 30% de captage de la chaleur fatale. Donc, c'était un vrai intérêt d'un point de vue purement énergétique. Toutefois, sur ces solutions techniques, il y avait toujours ce problème du temps de retour sur investissement. En se disant que voilà, on a des solutions qui peuvent intéresser les sites industriels, des technologies qui sont matures toujours, mais on n'a pas un temps de retour investissement inférieur à 3 ans. Alors de dire à un industriel que oui, vous pouvez récupérer de la chaleur fatale sur votre sécheur ou sur votre four-tunnel, il y a un vrai intérêt pour l'environnement, faites-le, vous allez voir, c'est super bien. Bon, c'est toujours bien, c'est un petit peu idyllique. Donc concrètement, il faut pouvoir mettre en place et trouver des solutions de financement. Alors, ces dernières années, on a eu justement l'opportunité avec le plan France Relance, donc avec beaucoup de projets qui sont financés. Toutefois, ce n'est pas non plus une solution complètement pérenne. Donc nous, on s'est mis à travailler avec la T2E sur la description de nouvelles fiches C2E pour l'industrie. C'est un outil puissant. Et justement, par la mise en place de ce type de fiches, on pourrait avoir des industriels qui pourraient avoir des solutions, cette fois-ci, qui rentraient dans des temps de retour sur investissement inférieurs à 3 ans. Donc une vraie cohérence économique. Autre exemple, celui du stockage thermique dans l'industrie. Donc le stockage thermique, c'est un sujet qui peut déverrouiller des solutions sur, en particulier, des sites avec beaucoup de discontinuité dans leurs procédés. Et donc la question est, oui, mais alors le stockage, finalement, par où on commence, où est-ce qu'on le prend, qu'est-ce qui existe et comment est-ce qu'on peut faire? Donc pour ça, on a eu une étude en 2 temps avec un état de l'art complet sur les solutions de stockage thermique pour l'industrie aujourd'hui, qui a été menée par le CEA Liten, et puis par la suite une étude technico-économique qui a été menée par le CETIAT. Donc cette étude, elle a révélé, avec plus de 100 références bibliographiques et 3 cas d'études par la suite qui ont été étudiés avec les fournisseurs, alors, sur les solutions technologiques, il y a des différences quand même en termes de maturité. Sur le stockage sensible, donc, qui va être le stockage le plus classique, il y a beaucoup de solutions qui existent et puis elles sont matures. Elles sont intéressantes pour l'industrie et puis du coup, elles peuvent être aussi économiquement viables, justement de par leur maturité. Ensuite, il y a des technologies à changement de phase et thermochimiques qui sont en cours de développement, mais qui offrent des possibilités qui peuvent être réellement intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on va passer à des températures qui peuvent être vraiment beaucoup plus hautes par rapport à simplement du stockage sensible. Donc on va être autour, voilà, on va pouvoir monter à du 300 degrés, du 400 degrés, qui sont des températures justement qui peuvent être encore plus intéressantes à récupérer en termes de chaleur fatale. Et puis surtout sur la partie thermochimique, on peut induire aussi donc le stockage thermochimique, ça va être basé justement sur une réaction chimique, donc avec une première partie qui va être endothermique et donc qui va demander de l'énergie. Donc c'est dans ce moment-là où on utilise la chaleur et qui, dans une deuxième partie, quand on inverse la réaction, va libérer cette chaleur. Donc en fait, on induit une différence aussi de temporalité qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, à un moment, on va fournir la chaleur, le stocker
avec une très haute valeur ajoutée et puis le libérer au moment opportun, justement, de nouveau, avec cette haute qualité. Donc voilà, qui est une solution intéressante. Sauf que voilà, elle n'est pas encore mature, par contre elle est à suivre, parce que justement elle ouvre ces nouvelles possibilités. Alors, donc voilà, concrètement, les conclusions de l'étude, si on veut introduire plus de NR sur son site industriel, donc, qui induit justement ces problématiques de différence de temporalité, on va avoir besoin du stockage. Donc ce sont des solutions qu'il va falloir développer dans l'industrie et qui sont matures et qui existent pour la partie stockage sensible, à suivre maintenant pour des solutions qui sont plus innovantes et qui seront matures dans les années à venir. Enfin, il y avait toujours, pour certaines solutions, des problématiques de financement, donc sur laquelle on travaille également avec la T2E. Autre exemple, donc, celui du site sur son territoire. Donc, de la même façon, nos adhérents sont intéressés aux écoparcs industriels. À quoi ça correspond, essayer de les repérer un peu en France et puis d'essayer d'identifier les facteurs clés de réussite pour des synergies mises en place entre les sites industriels. Donc c'est une étude qui a été menée par Jean-Paul Gourlia pour EE Conseil, et puis donc dans lequel il a essayé de définir déjà une cartographie des solutions existantes et puis justement de faire des fiches pour identifier ces facteurs clés. Alors les écoparcs industriels, c'est une réalité, ça existe depuis notamment le site de Kallenborg, qui date des années 60, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on est bien d'accord. Ça a eu un fort succès à l'époque. Toutefois, on dénombre quand même déjà 6 parcs industriels en France. Donc c'est quelque part assez intéressant. Alors c'est une solution qui permet quand même de rationaliser les besoins énergétiques et qui permet d'éviter, en termes de tonnes de CO2 par an, c'est des nombres qui sont assez importants. Je crois que sur le site de Kallenborg, on est autour de 200 000 tonnes de CO2 par an qui sont évitées. Donc c'est des chiffres qui sont assez intéressants au niveau du site dans son territoire. En termes, comment est-ce qu'on fait ensuite pour essayer d'initier un écoparc demain? Voilà, sur mon site industriel, comment est-ce que ça se passe? Il y a des méthodologies qui existent, qui sont assez complexes, mais il y a des centres de référence qui sont typiquement Mines ParisTech et le laboratoire de génie chimique, qui travaillent sur ces problématiques et qui ont développé des méthodes qui permettent de prendre en compte les problématiques déjà de gouvernance, parce que de vouloir initier des synergies entre des sites industriels, c'est bien. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour contractualiser les efforts, pour essayer d'identifier un modèle économique qui soit cohérent? Parce que oui, c'est un déchet pour moi, mais je ne veux pas non plus le laisser gratuitement. Je ne veux pas non plus tomber dans des travers qui seraient irréalistes. Mais voilà, et donc il y a des réflexions là-dessus, il y a des méthodes qui existent. Et il y a même des outils qui ont été développés, notamment dans le projet Epiflex. Donc c'est EDF R&D qui a travaillé en partenariat avec Mines ParisTech et qui a développé un outil qui s'appelle Phoenix, qui déjà, sur un territoire, arrive à identifier les synergies possibles. C'est-à-dire qu'on a une map avec, lui, il a ces types d'intrants, ces types de sorties. Ce site industriel à côté, on est plutôt sur ce type de synergie. Et donc, il va pouvoir identifier des flux d'eau, d'énergie, bien sûr, donc de chaleur, d'hydrogène, voilà, et toutes sortes de flux qui peuvent être échangés, et donc des synergies qui peuvent être mises en place sur les sites. Donc voilà, il y a vraiment des réflexions assez intéressantes là-dessus. Pour revenir un petit peu sur la définition des écoparcs, la notion d'écoparc, on parle finalement pas de simple synergie qui soit du partage d'informations ou du partage de services. On est vraiment à des niveaux où on commence à avoir de la valorisation de déchets communs, des réseaux d'utilité communs, et puis même justement quand on est au développement de synergie matière et énergie. Donc il y a réellement 6 sites industriels qui correspondent à ce type de description. Donc la Grande Sainte, donc à Dunkerque,
la bioraffinerie de Bazancourt, Green Valley, donc avec le site notamment de Norske Skog, Picto à Fos, Marseille, Osiris, donc pas loin d'ici, hein, à Roussillon, et puis donc Chempark, du coup, qui est pour le dernier site. Donc il y a des exemples qui sont bien souvent à l'origine d'industriels forts, hein, qui ont justement cette volonté de s'impliquer dans le développement de son territoire et de développer ses synergies. Et ça montre justement des succès qui sont assez importants parce qu'en termes de tonnes de CO2 évitées, on a des résultats qui sont assez probants. Enfin, alors oui, pour le dernier exemple, cette fois-ci, donc on s'est intéressé finalement, on a travaillé beaucoup sur la partie efficacité énergétique à d'autres développements de leviers, et notamment celui d'intégration d'énergie alternative, puis tout d'abord celui de l'électrification des procédés, hein, qui est un vrai sujet en France, qui est un axe stratégique au niveau du gouvernement, et donc pour lequel on s'est posé la question, oui, comment est-ce qu'on fait pour électrifier? Est-ce que c'est pertinent pour tous les process? Est-ce que ça a toujours du sens? Est-ce qu'il faut se lancer dans l'électrification ou comment est-ce qu'on doit travailler finalement? Alors, c'est un vrai sujet en France. Donc pour cela, c'est le CETIAT et le CETIM, donc pour leurs différents secteurs, et puis le cabinet Enea Consulting qui ont réfléchi à la question. Ils ont commencé par identifier 5 procédés cibles, l'évapoconcentration, la pasteurisation, des fours basses et hautes températures et des sécheurs tunnels, qui sont finalement des procédés qui sont présents dans différents secteurs industriels et donc qui peuvent être assez représentatifs de l'industrie en France. Pour ces différents procédés, ils ont essayé de comparer finalement des technologies électriques innovantes ou existantes avec l'impact carbone du procédé actuel et puis donc comparer avec pas la partie gaz vert, hein, on est resté vraiment sur la solution actuelle comparée à des solutions électriques en termes de CAPEX, OPEX, donc en termes de coût de la technologie, de coût d'utilisation et de maintenance, et puis bien sûr l'impact CO2. Alors, sur ces différentes technologies, il y avait un potentiel. Notamment, il y a des technologies qui sont très intéressantes sur le chauffage résistif, la compression mécanique de vapeur, les énergies radiantes, hein, tout ce qui est micro-ondes, et puis les pompes à chaleur. Concrètement, en termes de résultats, sur les technologies à basse température, il y a un vrai sens pour l'électrification. Les technologies électriques, justement, sur les basses températures existent. Elles sont matures et elles peuvent être intéressantes et surtout vite rentables en rapport au coût des énergies actuelles. Ensuite, pour les hautes températures, ça devient quand même beaucoup plus complexe parce que les technologies électriques ne vont pas réussir à atteindre, à être en tout cas intéressantes pour ces technologies-là. Donc il va falloir plutôt explorer le levier de l'intégration de gaz décarbonés pour pouvoir décarboner ces différentes solutions. Voilà, et puis concrètement, il y a toujours des solutions de financement à mettre en place, mais avec le plan de relance, l'électrification, ça a été un axe assez fort. Donc il y a bien sûr ce levier qu'on peut exploiter dès maintenant. Et puis avec finalement le coût des énergies, les tendances de coût d'énergie qui sont celles qu'elles sont, les technologies électriques peuvent être assez intéressantes. Voilà. C'est un peu tout pour les différents points que je pouvais vous mettre en avant. À savoir que voilà, vous pouvez de toute façon retrouver nos différentes études et en tout cas des résumés exécutifs de nos études sur notre site internet, bien sûr. On a finalement cette approche pour la décarbonation de l'industrie globale. C'est extrêmement important. Et puis une approche transsectorielle, de se dire que finalement, de rassembler les industriels autour de cette problématique de la décarbonation de l'industrie, ça ne peut que être bénéfique. D'identifier des retours d'expérience sur des technologies pertinentes dans un secteur, ça peut motiver justement des industriels d'autres secteurs à passer à ces différentes technologies. Et puis, bien sûr, alors, il y a toujours ce travail de fond à faire sur la valorisation des projets qui existent. Donc cette mise en visibilité finalement des solutions, des success stories qui peuvent
motiver un passage à des nouvelles technologies, et puis des solutions de financement toujours à travailler, et essayer de trouver des solutions intéressantes et qui soient... voilà. Non, j'ai pas encore fini, je crois. Hein, donc qui soient en tout cas pertinentes et réalistes pour les industriels. Voilà, et donc on prône toujours cette approche collective et transsectorielle pour essayer de faire émerger de nouvelles solutions pour la décarbonation. Concrètement, voilà un peu l'écosystème dans lequel on évolue actuellement. Donc on essaie de regrouper vraiment toutes sortes d'industries, des fournisseurs de solutions, des startups, des laboratoires de recherche, des pôles de compétitivité, d'avoir un écosystème assez riche pour réfléchir ensemble autour de la décarbonation de l'industrie. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations, et puis à aller voir en tout cas le résumé de nos études sur notre site internet. Je crois que j'ai le temps à quelques questions si vous en avez. Allô, bonjour. Quel est le modèle économique de Alice? Du coup, c'est une entreprise, vous vendez des études? Ouais, c'est une société privée. On fonctionne en fait avec les montants d'adhésion de nos adhérents. Et donc on réalise, et puis bien sûr on est soutenu par l'ADEME encore pour l'instant, de manière assez importante. Et puis donc l'idée c'est d'avoir ce pot commun de montants d'adhésion pour réaliser les études pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Donc quand vous dites communauté, c'est la région Rhône-Alpes, c'est la France, Non, l'Europe? alors ouais, on est au niveau de la France, donc, et puis donc ça concerne un peu tous les industriels que j'ai pu avoir sur la slide précédente. Donc c'est assez ouvert. L'idée c'est d'avoir le plus de secteurs industriels représentés, hein, parce que du coup ça veut dire qu'on a vraiment ces besoins qui remontent de l'ensemble des secteurs industriels et auxquels on va pouvoir essayer de répondre et initier du projet pour la décarbonation de l'industrie sur l'ensemble des secteurs. Et du coup, le plus gros frein, si je comprends bien, c'est l'économie à chaque fois que vous rencontrez? Un peu systématiquement. En fait, on se penche sur des sujets en se disant, bon, ben, finalement, qu'est-ce qui existe en termes de nouvelles technologies? Est-ce que systématiquement, c'est des blocages techniques peut-être? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de solutions de stockage? Pourquoi est-ce que finalement, des procédés justement qui sont discontinus et qui auraient besoin de stocker la chaleur à un moment, de la récupérer à un autre, n'exploitent pas ce levier de chaleur fatal et ne réduisent pas leur consommation? Et bien souvent, c'est justement, on se rend compte que non, les solutions, elles existent, elles sont matures, elles sont là, et le frein, c'est des moyens de financement. Alors il y a aussi cette notion un peu de risque liée à l'innovation sur laquelle on a travaillé, déjà en essayant d'identifier quels sont les risques liés à des projets innovants. Pourquoi est-ce que les industriels ne se lancent pas? Quelles sont les problématiques? Donc on a pu identifier, faire une cartographie de l'ensemble de ces risques. Donc que ce soit au niveau déjà purement technologique, ou alors au niveau de qui va porter ce risque, au niveau du site industriel, au niveau de sa production, comment est-ce qu'on peut rassurer un peu tout ça. Et puis en face, on a mis des solutions de mitigation de ces risques, donc qui peuvent être justement, si c'est sur la technologie, par de la formation, qui peuvent être pour le financement de solutions innovantes et pas avoir le financement complet au niveau du site industriel, passer par des sociétés de projet qui du coup, elles, portent le risque financier de la solution. Donc voilà, on a identifié pas mal de leviers pour dérisquer des projets innovants et pouvoir faire en sorte que plus d'industriels puissent se lancer dans la décarbonation. Merci. Merci. Une question sur la gouvernance des écoparcs. Vous pouvez donner un exemple peut-être de comment ça peut fonctionner? Alors, un des points assez intéressants, et notamment sur les sites qu'on peut voir en France, c'est la création d'une société de gestion de l'ensemble des synergies. Donc typiquement à Dunkerque, c'est Ecopal. À Fos, ça va être Picto. Donc c'est des associations qui ont été créées. En termes de gouvernance, les industriels impliqués ont justement des postes à responsabilité pour répondre, pour peser dans l'ensemble des décisions.
Et puis, donc, cette entité, cette association à part, qui fait toute la partie animation, valorisation, identification des synergies, et donc qui permet un peu de dynamiser ça, parce que les industriels n'ont pas le temps, finalement, pour s'investir complètement en mode altruisme total pour leur communauté. Non plus, il faut être un peu cohérent. Par contre, ils peuvent charger une personne de travailler justement sur certaines problématiques pendant un certain temps, et donc au sein de cette entité dédiée, créée pour la gestion de l'écoparc. Je crois qu'on arrive à la fin de mon temps imparti, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, c'est ça. Je suis disponible juste après, si vous avez encore du temps pour les échanges. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cette présentation, et j'espère avoir pu vous apporter un certain nombre d'informations.